10%, c'est le taux de croissance annuel minimum de la valeur de certains jouets, surpassant ainsi les rendements habituels de l'or ou des marchés boursiers. Pourquoi ces petits éléments de plastique possèdent-ils une valeur marchande aussi exceptionnelle sur le long terme? On pourrait supposer que la simplicité de l'objet limite son potentiel économique. Mais en réalité, la précision millimétrée de la fabrication et la demande constante transforment ces briques en de véritables actifs financiers. Le processus commence par la sélection rigoureuse des matières plastiques d'origine. La suite devient plus complexe. Les granulés d'acrylonitrile butadiène styrène sont acheminés vers des unités de transformation thermique où la matière subit des contraintes physiques extrêmes. On voit comment les machines d'injection haute pression comprimant le polymère fondu dans des moules d'acier dont la tolérance ne dépasse pas 2 micromètres. Tout se complique encore lors de la phase de refroidissement rapide. L'équipement sépare progressivement les pièces finies des canaux d'injection avec une régularité mathématique. Mais ce n'est que le début. Chaque brique produite aujourd'hui doit s'assembler sans aucun jeu avec un élément fabriqué il y a 40 ans. Cette philosophie de conception impose une surveillance constante des paramètres de pression et de température dans les ateliers. On peut remarquer comment les bras robotisés et automatisés trient les éléments avant leur mise en boîte. Passage au niveau suivant. La logistique industrielle prend alors le relais pour distribuer ses composants à travers le monde. L'acier des moules et le plastique haute densité garantissent une longévité qui explique la stabilité des prix sur le marché secondaire. La production ne s'arrête pas à cette étape de moulage, car sans une vérification optique automatisée de chaque ergot, l'interopérabilité universelle du système serait compromise. C'est ainsi que les briques atteignent leur standard de qualité finale, prêtes pour une utilisation qui durera plusieurs générations. Le flux de pièces terminées quitte l'usine, passant à un stade apaisé. 75% de la valeur réelle d'un ensemble de construction ne repose ni sur le polymère synthétique, ni sur le volume brut de pièces, ni même sur les dépenses logistiques de fabrication. Pourquoi la valeur marchande de ces briques s'ancre-t-elle si fermement dans la mémoire collective et l'attachement des passionnés? On pourrait supposer que le prix est dicté par le coût du pétrole nécessaire à la production du plastique. Mais en réalité, le marché secondaire réagit à la puissance émotionnelle des univers culturels, transformant de simples objets manufacturés en actifs financiers recherchés. Les ensembles qui connaissent la plus forte appréciation sont systématiquement liés à des franchises mondiales comme Star Wars et Harry Potter, ou à des gammes techniques destinées aux adultes telles que les bâtiments modulaires et la série Creator Expert. On voit comment l'arrêt définitif de la production d'un modèle déclenche un mécanisme de rareté immédiat. Mais ce n'est que le début. La nostalgie des collectionneurs, combinée à l'absence de nouveaux stocks en magasin, exerce une pression constante qui pousse les prix vers le haut au fil des années. 7500 pièces constituent la structure monumentale du Millennium Falcon dans sa version Ultimate Collector Series, qui demeure à ce jour l'ensemble le plus onéreux jamais commercialisé officiellement. L'équipement sépare progressivement le simple jouet de l'œuvre d'ingénierie grâce à un niveau de détail extraordinaire et des dimensions hors normes. La suite devient plus complexe. Ce modèle ne se contente pas d'occuper un espace physique, il incarne une icône culturelle globale dont la silhouette est reconnaissable entre toutes. Les acheteurs n'investissent pas leurs fonds dans des briques de plastique interchangeables, mais font l'acquisition d'un fragment de la mémoire partagée lié à l'épopée spatiale. On peut remarquer comment chaque détail de la coque et chaque mécanisme interne justifie le positionnement de l'objet comme une pièce de musée miniature. Le processus ne fait que prendre de la vitesse à mesure que de nouveaux ensembles rejoignent les rangs des produits retirés du marché. D'apparence facile, la possession de tels objets semble être un simple hobby, mais en réalité, chaque boîte conservée intacte devient une archive temporelle, le désir de posséder un modèle spécifique. Un jour reste le moteur principal de ce marché de la rareté. De là, la transformation de la passion en investissement se dirige vers la phase suivante de traitement sans hâte. 28 tonnes de plastique brut arrivent à l'usine dans chaque camion de transport spécialisé. Le chargement s'immobilise devant les unités de réception où des pompes à haute pression s'activent pour transférer la cargaison. Pourquoi le transfert se fait-il par voie aérienne plutôt que par tapis roulant? On pourrait imaginer un système de convoyeur classique pour déplacer une telle masse. Mais en réalité,
l'utilisation de l'air comprimé permet de propulser le granulat directement dans des silos verticaux de grande hauteur, évitant ainsi toute contamination externe ou blocage mécanique pendant cette phase initiale. Les ingénieurs ne sélectionnent que le plastique acrylonitrile butadiène styrène de grade technique, également appelé ABS vierge. Ce matériau est privilégié pour sa résistance structurelle élevée et ses propriétés élastiques spécifiques qui empêchent toute déformation ou retrait dimensionnel, même après plusieurs décennies de manipulation répétée. On voit comment les granulés, dont la taille et la forme rappellent des grains de riz, s'accumulent dans les réservoirs de stockage temporaires. Mais ce n'est que le début. Chaque lot de matière première subit une série de tests rigoureux avant d'être autorisé à progresser vers l'étape suivante. Les techniciens vérifient systématiquement la teneur en humidité, la stabilité chimique et la réaction des pigments lors de la chauffe. La suite devient plus complexe. Une fois validé, le granulat plastique s'écoule par gravité depuis les silos pour s'engager dans un réseau complexe de canalisation métallique. On peut remarquer comment les tuyaux serpentent le long du plafond et des murs, parcourant des distances considérables à travers l'infrastructure industrielle. Le matériau circule de manière ininterrompue à l'intérieur de ces lignes de transfert pneumatique. L'équipement sépare et dirige les flux vers le centre névralgique de la production, là où se trouvent les unités de moulage par injection. Tout se complique encore lors de la phase de préparation des teintes. 50 couleurs différentes composent actuellement la palette standardisée de la production. Le plastique brut est mélangé à des pigments spécifiques selon des formules propriétaires qui n'ont pas changé depuis plusieurs décennies. Il semble facile d'obtenir une couleur uniforme, mais en réalité, le mélange doit être parfaitement homogène à un stade précoce pour garantir que la teinte soit identique dans toute la masse du futur objet. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement de mélange brasse les particules avec une précision constante, assurant une distribution moléculaire stable du colorant. On voit comment la matière préparée est injectée directement dans les chambres des presses à mouler pour entamer sa transformation physique. La stabilité chromatique est ainsi verrouillée, éliminant tout risque de variation entre les différents lots de fabrication produits à des mois d'intervalle. Le granulat coloré quitte alors la phase de préparation, passant à un stade apaisé avant la mise en forme thermique. Le flux de matière est désormais prêt à être transformé en composants structurels définitifs. Le processus achève cette phase préparatoire, ouvrant la voie au moulage de précision. 440 à 590 degrés Fahrenheit, c'est la fourchette de température exacte atteinte par le mélange plastique à l'intérieur des machines de moulage par injection. Pourquoi chauffer la matière à un tel niveau thermique? On pourrait imaginer que le plastique doit être totalement liquide pour s'écouler librement. Mais en réalité, cette chaleur transforme les granulés en une substance visqueuse dont la consistance rappelle celle d'un dentifrice épais, un état nécessaire pour garantir la densité structurelle de la brique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Sous une pression hydraulique extrême pouvant atteindre 29 000 psi, ce flux de polymère est injecté avec force dans des moules en acier trempé. On voit comment la pression colossale pousse la matière jusque dans les angles les plus infimes de la cavité prédéfinie. Si une nouvelle forme de pièce doit être produite, le moule en acier doit être intégralement remplacé, car il constitue l'unique gabarit maître dictant la géométrie finale. Le refroidissement intervient de manière presque instantanée au contact des parois métalliques froides. En l'espace de quelques secondes seulement, la solidification fige la brique dans sa forme définitive avec une précision millimétrique. On peut remarquer comment les moules s'ouvrent pour libérer les pièces neuves selon un rythme mécanique parfaitement cadencé, semblable à des impressions sortant d'une presse à haute vitesse. La suite devient plus complexe avec l'entrée en scène des systèmes de contrôle. Chaque brique doit franchir une première étape d'inspection rigoureuse avant de poursuivre sa trajectoire. Des capteurs optiques à haute résolution analysent chaque unité sous tous les angles pour vérifier la planéité des surfaces et la précision des tenons de connexion. Pourquoi une telle sévérité dans le tri automatisé? Même une rayure superficielle ou une déformation invisible à l'œil nu suffit à compromettre l'assemblage futur. Les pièces défectueuses sont alors immédiatement écartées, broyées et recyclées directement sur place. Tout se complique encore lors de la phase de transfert logistique.
des robots autonomes nommés AGV assurent le transport interne des conteneurs depuis 1987. Ces machines se déplacent sans intervention humaine, le long de trajectoires programmées à travers les halls de production. Lorsqu'un bac de réception est plein, le robot s'approche, retire le chargement et dépose un conteneur vide pour ne pas interrompre le cycle. Chaque unité de stockage porte un code-barre unique permettant au système central de suivre en temps réel le type de pièces, les quantités et leur position exacte. Le recyclage constitue une boucle fermée et hermétique au sein de l'usine de fabrication. Les composants rejetés lors de l'inspection optique sont transformés en matières premières réutilisables pour alimenter à nouveau les lignes de production. Ce processus interne garantit que la pureté des matériaux reste inchangée au fil des cycles, tout en minimisant les pertes industrielles. Seules les briques validées accèdent à l'étape suivante, là où les figurines commencent à recevoir leurs attributs visuels et leur identité propre. L'équipement sépare progressivement les pièces moulées pour les diriger vers la ligne de décoration. Cette phase cruciale combine l'impression de motifs complexes et l'assemblage mécanique des têtes, des bras, des torses et des jambes. On remarque que les expressions faciales et les logos ne sont pas peints manuellement, mais appliqués par tampographie de haute précision. Un tampon en caoutchouc souple prélève l'encre sur une plaque gravée avant de la presser sur la surface plastique à la manière d'une empreinte digitale. La suite devient plus complexe avec la synchronisation des mouvements robotiques. Pour maintenir une uniformité absolue, des bras articulés font pivoter chaque composant sous la tête d'impression avec un timing calculé au millième de seconde. Des caméras d'inspection détectent instantanément tout décalage du tracé supérieur à 4 millièmes de pouce. Une fois le motif sec, des machines automatisées emboîtent les membres dans les articulations des torses et fixent les accessoires de tête sur les chevelures. Les composants décorés quittent la zone de marquage pour entrer dans une phase de stockage et de tri automatisé. Les pièces sont versées dans des bacs subissant de légères vibrations pour optimiser l'espace occupé avant d'être scellées. Ces conteneurs sont ensuite acheminés vers un entrepôt à haut rayonnage, dont les structures s'élèvent jusqu'à 121 pieds de hauteur. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que les systèmes de comptage entrent en action. Chaque élément individuel est pesé et mesuré par des balances de précision pour confirmer la conformité du lot avant l'ensachage. Un ordinateur central gère en temps réel la récupération des bacs et le suivi des composants pour garantir que chaque pièce s'ajustera parfaitement, même si les briques ont été produites à plusieurs décennies d'intervalle. Une fois les sacs remplis aux quantités exactes, ils rejoignent les notices de montage et les éléments plus volumineux pour le conditionnement final. La ligne d'emballage fonctionne à une cadence élevée, où les systèmes automatiques érigent les cartons et insèrent les composants suivant une séquence programmée. Sur les segments les plus rapides, l'usine est capable de finaliser plus de 50 000 boîtes en 24 heures. On voit comment les boîtes sont scellées et marquées de codes d'identification consignant toutes les données relatives au lot de production. Les colis quittent la ligne, sécurisés structurellement et numériquement, prêts pour la distribution mondiale. Les ensembles terminés sont dirigés vers la zone de suremballage pour le transport à grande échelle. Des systèmes automatisés regroupent les produits selon leur destination et les placent dans des cartons d'expédition résistants aux impacts. Les palettes en bois sont ensuite chargées, enveloppées de plusieurs couches de film étirables par des machines rotatives et étiquetées pour le suivi logistique. Le métal et le plastique laissent place à une logistique coordonnée vers les hubs internationaux. Le transport s'effectue par camion ou par conteneur maritime, vers des milliers de points de vente répartis dans plus de 140 pays. Ce réseau de distribution par satellite assure une disponibilité constante des produits sur tous les continents. Bien que cet objet soit perçu comme un jouet, sa fabrication repose sur un système de production d'une précision technologique remarquable. L'acier atteint l'état prêt pour la forme, et la matière s'en va plus loin le long de la chaîne, concluant ainsi ce cycle industriel complexe. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la production de l'acier. 175 mm, c'est la longueur standard finale qu'atteindra chaque corps de bois au terme de ce cycle industriel complexe. Pourquoi le voyage d'un simple crayon commence-t-il au cœur des forêts, plutôt que dans l'enceinte d'une usine? On pourrait imaginer que n'importe quelle essence de bois ferait l'affaire pour entourer une mine de graphite. Mais en réalité, le choix de la matière première détermine la stabilité, la facilité de taille
et l'esthétique pure du produit fini, poussant les fabricants vers des bois tendres, à fil droit, qui résistent à toute déformation. Le cèdre à encens de Californie est l'essence la plus prisée par l'industrie pour son arôme naturel unique et sa capacité structurelle à conserver sa forme initiale durant les phases critiques de séchage. Ces billes de bois ne sont pas prélevées de manière aléatoire dans la nature sauvage. Elles proviennent de fermes forestières gérées avec une rigueur absolue où chaque arbre abattu est systématiquement remplacé par une nouvelle pousse pour garantir la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Une fois la récolte terminée, les troncs sont sectionnés en longueurs uniformes avant d'être chargés sur des camions spécialisés qui assurent le transport vers la scierie. Mais ce n'est que le début. On voit comment les grumes brutes subissent leur première transformation radicale dès leur arrivée sur le site de production. Les billes de cèdre sont introduites dans des scies de haute précision pour être débitées en plaques minces, nommées planchettes. Chaque planchette présente une épaisseur précise de 5 à 6 mm, soit exactement la moitié du volume requis pour former le corps d'un futur crayon. La suite devient plus complexe, car chaque pièce subit un examen rigoureux. Des capteurs optiques et des techniciens qualifiés inspectent la surface pour détecter le moindre nœud, une fissure ou un gauchissement qui compromettrait l'intégrité de l'objet. Les éléments validés passent alors à l'étape du rainurage technique. L'équipement sépare progressivement la fibre de bois sous l'action d'une fraiseuse qui sculpte une série de canaux peu profonds sur toute la longueur. Ces rainures doivent accueillir la mine de graphite et leur positionnement doit être mathématiquement exact. Un décalage de seulement quelques fractions de millimètres provoquerait une rupture systématique de la mine lors de l'utilisation ou de l'aiguisage. À première vue, la préparation du bois semble achevée, mais en réalité, une fine couche d'huile ou de cire est appliquée pour protéger la structure. Ce traitement lisse la texture superficielle et facilite l'assemblage ultérieur en rendant les manipulations plus fluides. Tout se complique encore lors de la préparation du cœur du crayon. 4 pays, la Chine, le Brésil, l'Inde et le Mozambique, constituent les principales sources d'extraction du graphite cristallin. Ce minéral est une forme de carbone organisée en couches structurelles qui permettent un glissement sans friction sur les surfaces de papier. Le minerai brut est extrait par dynamitage contrôlé ou par machinerie lourde dans des mines à ciel ouvert. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque la roche est acheminée vers les centres de raffinage. La matière subit plusieurs cycles de concassage et de purification pour éliminer les traces de métaux, de terre et de pierre. L'objectif technique est d'isoler une poudre de graphite dont la pureté dépasse 90%. La qualité de cette poudre détermine la douceur du trait, la brillance du marquage et la résistance physique de la mine dans le temps. Une fois ce niveau de pureté atteint, les ingénieurs introduisent un liant structurel essentiel. Pourquoi mélanger le graphite avec de l'argile fine? La poudre seule serait incapable de conserver une forme solide et durable. C'est le ratio précis entre ces deux composants qui définit la dureté de la mine. Une proportion élevée d'argile produit des mines dures de type H, tandis qu'un surplus de graphite génère des traits sombres et gras classés en catégorie B. Le mélange est malaxé dans des malaxeurs industriels jusqu'à l'obtention d'une pâte à la consistance parfaitement homogène. On peut remarquer comment cette pâte est ensuite pressée à travers des filières pour former de longs filaments continus d'un diamètre de quelques millimètres seulement. Ces fils délicats sont séchés avec soin pour évacuer toute humidité résiduelle avant d'être cuits dans des fours industriels. La température dans le four monte entre 1000 et 1200 degrés Celsius pour figer définitivement la structure moléculaire. Cela ne s'arrête pas à cette étape, car chaque mine est plongée dans un bain de cire pour minimiser la friction future lors de l'écriture. Les mines de couleur suivent un protocole technique distinct puisqu'elles ne subissent aucune cuisson. Elles se composent de pigments mélangés à de la cire, des huiles et des charges minérales comme le talc ou le kaoline. On voit comment la composition varie selon l'usage, privilégiant la souplesse pour les produits scolaires ou la concentration pigmentaire pour les gammes artistiques. Une cuisson à haute température détruirait les pigments. C'est pourquoi ces mines sont simplement séchées à l'air contrôlé. L'assemblage final commence par la rencontre entre les planchettes rainurées et les mines préparées. Une première planchette est placée sur un convoyeur automatique où les mines sont déposées avec une précision millimétrée dans chaque canal. Pour les séries haut de gamme, cette insertion est parfois réalisée manuellement afin d'éviter les micro-fissures sur les cœurs fragiles.
Une seconde planchette, enduite d'un adhésif spécifique, vient recouvrir l'ensemble pour former une structure en sandwich. Le bloc ainsi constitué est envoyé vers une presse calibrée, exerçant une force constante pour garantir une répartition uniforme de la colle. Certaines unités de production utilisent une pression thermique pour accélérer la polymérisation de l'adhésif et renforcer la liaison chimique entre le bois et la mine. L'équipement maintient une tension silencieuse durant le refroidissement pour stabiliser le bloc avant l'usinage final. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Des scies circulaires automatisées découpent ensuite le bloc en unités individuelles de 17 cm et demi de longueur. Le profilage donne alors au crayon sa géométrie finale, ronde, hexagonale ou triangulaire selon les besoins ergonomiques définis. Chaque pièce passe par un contrôle optique pour éliminer les exemplaires présentant des éclats de bois ou des mines excentrées. Le passage au niveau suivant concerne l'esthétique et la protection du corps en bois. Chaque unité reçoit entre 3 et 6 couches de vernis ou de peinture par pulvérisation industrielle. On commence par un apprêt de base, suivi de la teinte principale, pour finir par un vernis protecteur résistant aux rayures. Bien que le jaune reste la couleur de référence historique, les chaînes de production modernes traitent des palettes chromatiques allant du bleu marine au noir profond. La peinture sèche instantanément sous des rampes de polymérisation thermique. L'identification du produit s'effectue par marquage à chaud ou par impression par transfert thermique sur le barillet peint. On y appose le nom de la marque, le code de dureté HB ou 2B et parfois le pays de fabrication. Pour les éditions de luxe, le marquage est réalisé à la feuille métallique pour une finition plus durable et prestigieuse. Certains modèles reçoivent une étape finale consistant à fixer une virole métallique et une gomme synthétique. La férule métallique est sertie avec une force calculée pour maintenir l'effaceur sans fendre le bois du crayon. Le processus s'achève par l'affûtage optionnel, où une lame fixe sculpte la pointe selon un angle technique précis pour exposer le graphite. Chaque lot est ensuite trié et conditionné dans des boîtes en carton ou des coffrets métalliques pour les produits artistiques. Les caisses scellées sont alors acheminées vers les entrepôts de distribution pour entamer leur commercialisation mondiale. L'acier des lames s'éloigne et le silence revient dans l'atelier de conditionnement. La matière quitte le four et les lignes de montage, passant à un stade apaisé avant de rejoindre les mains des utilisateurs. 150 mm de longueur, c'est la dimension standard finale, atteinte par l'objet après un cycle de fabrication complexe intégrant des ressources provenant de 3 continents distincts. Pourquoi une telle dispersion géographique est-elle nécessaire pour un instrument d'écriture d'apparence aussi rudimentaire? On pourrait supposer que les matériaux locaux suffiraient à sa conception. Mais en réalité, seule la combinaison du cèdre à encens des forêts de Californie et du graphite pur extrait des mines d'Afrique et d'Asie permet d'obtenir la rigidité et la fluidité de tracé requises par les standards industriels. À première vue, l'assemblage de 2 composants naturels semble simple, mais c'est ici que l'équilibre entre la résistance mécanique et la précision du calibrage s'établit. La suite devient plus complexe. Le bois de cèdre subit un débitage en fines plaquettes rainurées, tandis que le graphite, mélangé à de l'argile et de l'eau, est extrudé sous une pression constante de plusieurs tonnes pour former des mines parfaitement rectilignes. On voit comment les convoyeurs à haute vitesse transportent ces éléments vers les stations de collage automatisées. L'équipement sépare progressivement les unités défectueuses au fur et à mesure que les lignes de production s'activent. Mais ce n'est que le début. Malgré l'automatisation omniprésente, certaines étapes délicates de finition et de contrôle qualité reposent encore sur l'intervention humaine directe. On peut remarquer comment les opérateurs vérifient l'alignement de la mine au centre du fût en bois avec une précision de quelques fractions de millimètres. Tout se complique encore lors de l'application des couches de vernis successives qui doivent sécher uniformément pour garantir une prise en main optimale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que les crayons terminés sont dirigés vers les centres de conditionnement. La matière quitte la ligne d'assemblage, passant à un stade apaisé où chaque unité est prête pour sa fonction finale. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la transformation des matières premières en un outil de précision. Le flux de production s'interrompt ici, marquant la conclusion de ce cycle de fabrication technique.